Bonjour Anne-Marie Broca, vous Bonjour. êtes présidente du Haut Conseil pour l'avenir à l'assurance maladie. Vous avez conclu cette matinée consacrée aux politiques de santé innovation. Vous avez évoqué dans votre exposé, l'enjeu de notre système de soins et vous avez d'ailleurs démontré qu'il avait été conçu pour l'innovation. Aujourd'hui, il est confronté à de grands défis. Quels sont ces éléments de rupture ? Alors, il y a d'abord des éléments de contexte qui sont évidemment bien connus. La mondialisation de l'économie qui met à mal les alliances anciennes qui structuraient notre système d'innovation dans le secteur de la santé entre des grandes industries nationales, des grandes organisations de soins, des grands appareils de recherche qui sont évidemment déstabilisés par la mondialisation. Un modèle, somme toute, assez paternaliste dans lequel était délégué aux médecins le soin de savoir ce qu'il fallait faire et je pense, remis en cause par les nouvelles attentes des patients et une évolution générale qui tente à centrer sur l'usager les services qui lui sont dévolus. Enfin, je pense des défis qui sont propres au système de santé lui-même, qui, en raison même de ses succès, dans sa capacité à soigner, à traiter à des âges de plus en plus élevés, est appelé à connaître un développement continu, et en particulier un développement continu des recours de la population à ce système, qui nous impose à la fois une transformation des organisations amenées à gérer des flux de plus en plus importants de patients à traiter, et qui nous oblige aussi, par voie de conséquence, à des efforts d'efficience si l'on veut que le système reste soutenable. Vous nous avez évoqué dans votre exposé l'enjeu de passer d'une organisation de donjon à une organisation en réseau. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, cet enjeu n'est pas propre au secteur de la santé, puisque dans les formes d'organisation qui sont issues de la période des 30 Glorieuses, nous avons développé des formes d'entreprises, d'organisation, réunissant finalement dans une même structure l'ensemble de moyens techniques, de moyens humains pour répondre à une clientèle, des patients ou des usagers bien identifiés. Donc ces organisations existent en tant que telles. La question de leur articulation avec l'extérieur est une question qui se pose secondairement à leur existence. Cette forme d'organisation a été très adaptée à la prise en charge à la fois des patients et du progrès médical au cours des 40 dernières années à travers la constitution des grands centres hospitaliers, notamment autour desquels rayonnaient un certain nombre de professionnels, généralistes d'abord, puis spécialistes en ville. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la capacité sur le territoire à développer des services centrés sur le patient, et non plus centré sur les organisations, et dans lequel on ne se pose pas secondairement la question de la coordination, mais on se pose, je dirais, en première intention, la question de la coordination d'un ensemble d'interventions, de médecins, d'infirmiers, de moyens numériques, de moyens en termes de technologie, au service d'une prise en charge d'un patient, qu'il s'agisse d'un patient chronique, d'une personne âgée dont on souhaite le maintien à domicile. Dans votre exposé, vous parlez de l'enjeu RH. En quoi est-il déterminant et comment pouvez-vous l'illustrer ? Alors, un rappel historique, les réformes de la fin des années 50 qui ont structuré notre système actuel ont été, on l'oublie parfois, centrées sur une problématique de formation et notamment de réforme de la formation médicale qui était articulée à l'époque avec la réorganisation du système de soins et la constitution des grands appareils de recherche publics, en particulier dans le domaine des sciences du vivant. Je pense que dans la transformation de ce système que nous devons opérer, que nous sommes en train d'opérer,
la question des formations, la question des relations professionnelles, la question des projets professionnels doit être tout aussi centrale qu'elle l'a été à l'époque, parce que je crois que c'est son caractère central qui a permis en fait la réussite de la transformation qui a été opérée à l'époque, puisque à l'époque je pense que l'ensemble des professionnels de santé ont eu la conscience que au-delà de la transformation du système, chacun pouvait inscrire une trajectoire professionnelle positive dans cette transformation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que, alors même que, comme je disais, le recours au système de santé va être croissant, qu'on voit bien que le progrès médical, le progrès technique est très loin d'être tari, je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas favoriser concomitamment un projet de transformation et un projet permettant aux individus de toujours mieux se former, d'acquérir de nouvelles compétences et de dérouler des perspectives professionnelles positives pour eux. Vous avez parlé de pilotage de cette transformation de notre système. Quelle doit être finalement la bonne stratégie ? Alors, la difficulté s'agissant de l'innovation, c'est que, je veux dire une banalité, l'innovation ne se décrète pas d'en haut. Elle est par essence même un processus décentralisé porté par des innovateurs, c'est-à-dire des porteurs de projets ou des personnes qui vont imaginer de nouvelles solutions, de nouvelles formes d'organisation. Donc je pense qu'un des premiers éléments d'une politique favorable à l'innovation doit permettre justement aux initiatives décentralisées, locales, individuelles, de s'exprimer et d'avoir des chances de pouvoir être identifiées et de pouvoir prospérer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas place pour une adaptation des cadres globaux, une adaptation des formes des politiques, voire, alors c'est un de nos enjeux demain, la constitution de nouvelles infrastructures. Je pense en particulier aux infrastructures numériques, mais aussi à la constitution de grands plateaux. On pense à l'imagerie, la biologie, plus récemment la génomique, qui, eux, je pense, ne peuvent pas résulter de simples initiatives décentralisées qui engagent des formes de programmation pluriannuelle, des investissements de long terme, et donc qui, eux, nécessitent que des stratégies publiques et collectives puissent être définies et mises en œuvre. Anne-Marie Broca, je vous remercie. Merci.